Ouais, non, merci. Mais là, on a un redoutable speaker, on a quand même quelqu'un un parleur quand même, parce que tu es un faiseur, mais tu es aussi un parleur. Et c'est très bien, avec une approche, enfin, dans la recherche, on aimerait tout savoir qu'une approche holistique, c'est-à-dire que tu t'es mis un système et que tu développes de place en place pour arriver à une boucle. Donc bon, il y a évidemment, par rapport, comme tu l'as dit toi-même, tu as des gens, on peut pas tout savoir et tout faire, et donc tu t'es venu avec plusieurs référents ici sur des méthodes, et sur les méthodes Jean Pin, sur la mécanisation, etc., ou l'élevage d'insectes. Donc voilà, la parole à la salle maintenant pour des questions, sachant qu'il n'y a pas que Nicolas qui pourra répondre, mais aussi d'autres intervenants. Donc je vais inviter Gilles Annula et Étienne Bonvalet. Donc Étienne Bonvalet, donc méthode Jean Pin et neveu de Jean Pin, et Gilles Annula qui est donc animateur nature et spécialiste aussi en élevage. On peut éventuellement s'asseoir. Ça ne mange pas de... Tout de suite. Bon, non, simplement, je me posais la question du bilan énergétique de l'opération. C'est quand même beaucoup de chevaux qui tournent, qui consomment du fuel. Je dis aussi d'où je parle, parce que je suis paysan semi-retraité en garrigue, et j'ai fait depuis 40 ans pas mal de débroussaillage, du compostage de chênes kermès qui vont sur mes vignes, des sursemis sur des zones girobroyées aussi, pour améliorer le pâturage. J'avais un élevage d'équidés, de d'ânes, qui a culminé à 40 ânes. Donc je suis très intéressé par tout ce que vous avez dit, mais quand je vois je connais un peu la consommation et le rythme de travail. Vous n'avez pas du tout donné de chiffres sur une journée de travail. Manuel, on ne fait pas grand-chose, mais avec l'engin qu'on a vu qui consomme une bonne dizaine de litres de fuel à l'heure, qu'est-ce qu'on fait comme surface débroussaillée? Voilà, c'est... Alors, donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, les zones sont tellement hétéroclites que pour avoir un rendement à l'hectare classique, c'est quasiment infaisable. Globalement, ce que nous on a observé, c'est que on est capable d'avoir on va dire un résultat. Moi, je parle beaucoup de résultats utilisables en un seul passage. Et sur on va dire la consommation de cet engin, il est capable, là c'est des comparaisons qu'on a, il est capable on va dire d'avoir le résultat pas non seulement coupé, mais coupé, broyé de 6 personnes. D'accord? Donc s'il travaille une journée, on a 6 personnes qui vont uniquement couper, mais nous on aura broyé en plus. Donc sur on va dire sur une journée type de consommation classique, on va aller jusqu'à 80 litres de gasoil, et ces 80 litres vont générer plus de 15 mètres cubes, autour de 10 à 15 mètres cubes de broyat. Donc sur le broyat, on parle au niveau échelle, vous avez 6 fois de plus de volume, donc vous êtes plutôt autour des 70-80 cubes de non broyés. Et ça, si vous le mettez là, 80 cubes devant vos yeux de non broyés, c'est quand même un travail considérable. Et actuellement, vu on va dire le coût des hydrocarbures, on est quand même sur quelque chose qui a une efficience et qui est vraiment non seulement reproductible, c'est-à-dire que les campagnes de débroussaillage, on s'aperçoit que les humains s'essoufflent, même s'ils sont capables de faire des chantiers un peu intensifs. Nous, dans la continuité, on a on va dire une efficience qui est continue dans le temps. Donc globalement, 80 litres, 15 mètres cubes de broyat, et l'équivalent de 12 personnes. Alors au broyage, il y aurait moins de personnes, entre 6 et 10 personnes par jour en efficacité. Et en surface, alors là encore, à prendre avec des pincettes, vraiment dans des zones assez faciles et tout, on peut aller jusqu'à l'hectare semaine, mais dans des zones très complexes, des fois on n'avance pas du tout, quoi. Il y a des fois où j'ai fait 100 mètres carrés par jour ou 150 mètres carrés. Donc tout est une question de où est-ce qu'on va couper et pourquoi.
Nous, dans le chantier du Conseil général, on est content de l'avoir, mais on trouve qu'il y a des aberrations. C'était pas forcément utile tout ce qu'ils nous font faire, et qu'il y avait plutôt des endroits plus judicieux pour récupérer de la surface pâturable. Donc il y a vraiment ce rapport-là, et de dialogue avec le propriétaire, le paysan, de savoir qu'est-ce qui est le plus judicieux pour lui, qu'est-ce qui est le moins impactant environnementalement, et surtout on va dire de comprendre qu'on n'est pas à une course, hein, on n'est pas sur une machine où on doit faire le maximum d'hectares en le minimum de temps. On est plutôt sur un résultat, une qualité de coupe, une qualité de pénétrabilité. C'est-à-dire que derrière nous, vous pouvez rouler avec un 4x4. Derrière une équipe à pied, vous allez faire 10 mètres, vous n'avez plus de pneus. Donc il y a vraiment ce résultat-là, et prendre l'ensemble de la cohérence, parce que la boucle, elle est plus complexe que juste le débroussaillage. Nous résumer uniquement au débroussaillage, c'est une erreur. Il faut regarder l'ensemble de la boucle. Et finalement, par rapport à ce qu'on appelle les externalités positives, on est vraiment sur quelque chose qui a une grande valeur. Bien sûr, on vous demande aussi de nous accompagner dans ces recherches, parce qu'ici, il y a des scientifiques et peut-être des personnes qui seraient intéressées. On a besoin d'avoir des chiffres plus précis. Mais ce qu'on sait, c'est que, de toute façon, ce gasoil-là, on ne pourrait pas le remplacer par de l'humain. C'est pas faisable. Il y a vraiment des témoignages. Enfin, moi, je confirme. Parce que ce que je peux dire, c'est que depuis maintenant plus de 40 ans que je suis sur ce système-là, et surtout donc j'ai travaillé beaucoup dans la région méditerranéenne, dans les régions Provence-Côte d'Azur, où la nécessité de débroussaillement est une question vitale pour la sauvegarde du milieu forestier. Si le projet Buxor m'a intéressé, c'est parce que pour la première fois, on avait une possibilité de faire du débroussaillage sélectif et mécanisé, alors que jusqu'à présent, le débroussaillage ne se fait pas, et les forêts brûlent quand ça se passe, parce que justement, on ne peut pas, on n'a pas le potentiel humain pour le faire, et qu'il fallait absolument trouver de la mécanisation. Et sur 40 ans de travail, j'ai pu voir passer beaucoup de tentatives de mécanisation avec des grosses machines qui ont tous abouti à un échec parce qu'il n'y avait pas cette possibilité de sélectivité du produit. Et pour terminer sur l'aspect énergétique, ce qu'il faut voir, c'est que si on met de l'énergie dans la récolte de la broussaille et son traitement, on va économiser toute l'énergie post-utilisation au niveau de l'application agricole, puisque quand on applique la technique de Jean Pin, on va supprimer une quantité considérable de travaux des sols, d'apport de matières nutritives, d'engrais, de travail de désherbage et de traitement. Donc il y a tout un ensemble. Et au niveau du débroussaillement, c'est clair que la vidéo qu'on a vue permettait de montrer la finesse du travail, mais effectivement, c'était peut-être pas vraiment une région où il fallait peut-être débroussailler correctement. Quand c'est sur un endroit beaucoup plus embroussaillé, le rendement est beaucoup plus important. Et on estime, sur les 30 ans de travail, on estime qu'on est approximativement à 7 litres de carburant par tonne. Savoir aussi que ce carburant peut être remplacé par des carburants végétaux produits par une agriculture qui utilise la matière première. Donc on peut vraiment boucler le système. Oui, bonjour, Jacques Marzin de CIRAD. J'aurais trois questions. La première, je vous avais rencontré il y a quelques années et à l'époque, vos cochons contribuaient directement au débroussaillage. Là, apparemment, on a basculé sur un système mécanisé. Ça continue toujours ou c'est abandonné? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pour le débroussaillage externe que vous faites, quel est le prix, alors je sais pas, à l'hectare ou au mètre cube, etc. Et quelle est la part de ce débroussaillage externe à votre exploitation dans l'équilibre financier du modèle que vous nous présentez? Et enfin, dernier point, moi je travaille dans les pays du Sud où les consommateurs des restaurants 3 étoiles sont plutôt rares. Donc est-ce qu'il peut y avoir un modèle économique viable avec une valorisation à un prix plus raisonnable de la viande de cochon? D'accord. Alors, en ce qui concerne le débroussaillage, moi j'avais observé que lorsqu'on mettait une densité importante de cochons dans des zones très embroussaillées, on arrivait à débroussailler. Mais ce que je me suis aperçu, c'est que surtout on tuait les sols. C'est-à-dire que le cochon va vous déraciner les buis, va vous
à peu près, vous attaquez toute végétation. C'est propre, hein. Mais après, j'ai eu des zones complètement stériles pendant des années. Donc je me suis dit, ah là, je vais peut-être à côté. Je pousse un système qui, pour moi, donc c'est pour ça que je suis parti sur cette mécanisation. Et après, sur le modèle économique, en termes on va dire de coûts à l'hectare, c'est toujours pareil. On est sur une complexité sans nom. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce chantier de Blandas, on est vraiment dans les prix, voire en dessous. On va dire, en gros, un coût à l'hectare dans une zone, on va dire, quasiment inaccessible peut atteindre les 3000, 3500 euros de l'hectare. Et nous, on est plutôt entre 2003 et 2008. Voilà. Donc ça, c'est pour un chiffre. Ce qui est très problématique vis-à-vis des paysans, c'est que en fait, cet argent-là, on ne peut pas le mettre, moi y compris, hein. Donc sur le débroussaillage qu'on fait donc chez des agriculteurs, on privilégie pour l'instant les chemins de ronde, où là, ils sont financés pour mettre des systèmes de contention. Donc là, il y a possibilité en fait d'utiliser cet argent pour débroussailler les chemins de ronde. Et après, pour rentrer dans le milieu, on fait en fait pour l'instant on va dire un accompagnement à la surface pâturable qui rentre dans une sorte d'abonnement qui leur permet eux d'étaler les coûts sur des dizaines d'années. Donc c'est vraiment on est sur une stratégie à long terme pour sécuriser la ressource et pour qu'on soit non pas vampirisateur d'une ressource, mais plutôt coacteur. J'aimerais avoir quelques indications supplémentaires concernant le compostage. Parce que, bon, là, vous travaillez avec une matière qui est du bois broyé avec des feuillages. Donc, il y a une partie azotée, une partie carbonée. Mais j'aimerais savoir comment vous amorcez ce compostage, parce que, très justement, vous avez parlé du BRF qui posait certains problèmes. Je l'ai moi-même expérimenté et vous avez entièrement raison. Ça prend un temps très long avant que le compostage soit réellement fait, même si on le fait sur le sol. Et là, il s'agit de masse végétale broyée qui n'est pas forcément équilibrée du point de vue de la matière azotée, de la matière carbonée, de la lignine, etc. Donc, j'aimerais savoir comment vous pratiquez. Alors là, je vais renvoyer le ballon. Je pense que Étienne va avoir une réponse bien plus élaborée. Alors d'abord, une petite mise au point. On a parlé, donc Jean-Pain lui-même a nommé son produit compost de broussailles. On parle de compostage, alors qu'on n'est pas du tout dans la technique du compostage. Il y a une grande confusion qui est établie à ce niveau-là, c'est-à-dire que dans les techniques de compostage classiques, on a une recherche justement d'équilibrage, de minéralisation de la matière, de transformation de la matière organique en matière minérale directement assimilable par les plantes. Alors que dans la méthode Jean-Pain, comme dans le BRF, ça je tiens à le souligner, on apporte au sol une matière organique, fraîche, non minéralisée. Et ça, c'est très important. Qui, du fait de sa constitution ligneuse, du fait de l'utilisation de végétaux vifs, tout ça est important, va apporter au sol une microbiologie, et j'insiste sur le terme microbiologie que je ne décrirai pas, particulière qui va permettre au sol amendé de nourrir les plantes en fonction de leurs besoins. Et ça, on peut considérer que c'est une révolution au niveau agricole, puisqu'on ne tient plus compte de la qualité des sols, on ne tient plus compte des cultures que l'on va faire dessus, on se contente d'apporter cette matière organique, ligneuse, vivante, non minéralisée au sol. Et le processus, donc la différence entre BRF et méthode Jean-Pain, c'est que le BRF, on doit respecter des conditions de taille de végétaux très strictes, donc en termes de diamètre, en termes de faible lignification en fait, hein, pour qu'on n'ait pas de problème au niveau du sol, alors que dans la technique de Jean-Pain, on a une fermentation qui a pour but de résoudre ce que j'appellerais les biocides du bois. C'est-à-dire que dans le bois, vous avez des résines, vous avez des phénols, vous avez des huiles essentielles qui sont biocides.
Hein, c'est-à-dire que si on applique le bois brut sur le sol, ou voire qu'on l'incorpore, on va plus ou moins stériliser le sol. Donc il est important ce traitement de fermentation n'est là que pour transformer, résoudre. Alors je ne sais pas, parce qu'il n'y a aucune étude qui a vraiment été faite à ce niveau-là et qui mériterait d'être faite. Donc on apporte un produit qui va pouvoir devenir, je dirais, digérable par le sol. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale dans la technique, puisque on ne cherche pas à apporter des éléments nutritifs. Et c'est justement cette microbiologie, alors champignons, bactéries, etc., bon, tout ce qui va être développé, tout ce qui va être soutenu par cette matière, qui va permettre au sol de répondre aux demandes des végétaux. Et on va avoir dans cette application un équilibre qui va s'installer où les plantes vont avoir en apport nutritionnel strictement ce qu'elles ont besoin, ni en carence, ni en surplus, ce qui va permettre de créer des plantes qui vont résister contre leurs parasites, qui vont résister contre leurs maladies et qui vont résister également contre les périodes de sécheresse et qui vont avoir des qualités gustatives particulières. Et ça, c'est vraiment une grosse différence qu'il y a entre la technique Jampin et le BRF, parce que je maintiens que le BRF et la technique Jampin sont deux choses tout à fait identiques sur le plan du fondamental. Hein. Sur le plan de la réalisation, c'est un petit peu différent. Donc, comment ? C'est strictement apporté en surface. Si vous voulez, c'est une reproduction très raccourcie de la fertilité forestière. Hein. C'est-à-dire qu'on travaille sur une litière et à aucun moment cette litière n'est enfouie dans le sol. Ça, c'est très important. Merci. François Guérin de l'INRA, UMR Selmet. Moi, je voulais poser des questions sur la production de larves de coléoptères et puis la ration alimentaire des porcs. Comment est-ce que vous les nourrissez ? Comment vous produisez les larves déjà ? Qu'est-ce que ça suppose comme matériel ou comme mécanisation éventuelle ? Est-ce que vous séparez les larves du compost ou est-ce que les porcs vont fouiller dans le compost ? Comment vous alimentez les porcs ? Et quelle est la part des larves dans la ration alimentaire des porcs ? Est-ce que vous leur apportez aussi des intrants, par exemple des céréales, etc. Voilà. Et dernière question, c'est qu'est-ce qui fait la qualité gustative des porcs ? Est-ce que c'est les larves ? Est-ce que c'est le fait l'élevage en plein air ? Enfin, bref. Est-ce que c'est la race de porc que vous utilisez ? Alors, pour les techniques d'élevage des insectes, donc, on a choisi déjà une espèce autochtone, puisque les larves vont être distribuées aux cochons à l'extérieur. On ne pouvait pas se permettre d'utiliser une cétoine exotique qui aurait eu un cycle un peu plus rapide, mais avec le risque d'introduire une espèce sur un milieu où il n'est pas. Donc on a utilisé la cétoine dorée locale qu'on a récupérée d'ailleurs dans nos tas de broyat. Les cétoines sont élevées dans un local chauffé, donc en l'occurrence chauffé par la fermentation du broyat. Chauffé pourquoi ? Parce que la cétoine dorée a un cycle naturel d'1 an, et pour nous c'est pas intéressant. Et en les chauffant, on arrive à 3 générations et demie par an, ce qui nous fait une larve prête à être donnée au cochon en à peu près 2 mois. Après c'est du grossissement et des adultes. Alors c'est tout élevé en local chauffé dans des petites caisses avec pour nourriture des larves uniquement du broyat et et pour les insectes adultes, les cétoines se nourrissent naturellement de produits sucrés, de fruits pourris et de nectar. Donc là, on les nourrit tout simplement avec du sucre bio, bien sûr, puisqu'on est en bio. C'est le seul entrant au niveau de l'élevage. Donc, du broyat qu'on produit nous-mêmes, du sucre et un peu d'eau. Ensuite, ces larves arrivées au dernier stade, les grosses larves, vont être distribuées aux cochons en plein air avec leur substrat. C'est-à-dire qu'on va épandre l'ensemble. Le substrat va enrichir le sol
Et le fait de distribuer nos larves avec ce substrat-là, ça permet aux cochons de garder un comportement naturel, c'est-à-dire qu'ils vont fouiller eux-mêmes pour aller trouver leur nourriture. C'est pas une nourriture qu'on leur donne artificiellement. Et le fait d'étaler tout ça, ça évite aussi que les cochons les plus forts mangent le plus. Hein, ça répartit un peu l'apport alimentaire. Alors moi, je vais prendre le relais sur l'élevage. Donc sur ce qui ressort beaucoup, j'ai cette chance de pouvoir comparer avec d'autres systèmes d'élevage. Il y a un lien entre la qualité gustative et l'espace. Vous pouvez regarder la plupart des élevages. Je mettrai juste un bémol sur le bœuf Wagyu, qui est lui, on va dire quasiment en hors-sol avec des céréales torréfiées et massées, mais qui est vraiment sur un schéma, pour moi, d'aberration extrême de ce que l'humanité peut arriver à faire, même si c'est une viande que j'ai goûtée et qui a des intérêts gustatifs. Je pense que notre rapport à la consommation de viande doit être, on va dire, respectueux d'un biotope. Il faut comprendre que l'animal a le droit d'avoir une vie qui correspond en fait à son système global, et que de vouloir le couper pour des qualités gustatives, on va forcément aller, on y est déjà, mais on va aller vers des problèmes d'élevage un peu problématiques. Donc moi, ce qui ressort un petit peu au niveau vous parlez de la qualité gustative, la race intervient globalement peu. Elle a des capacités de résistance au biotope, mais sur la qualité gustative, on aura sensiblement les mêmes résultats avec des cochons élevés de la même façon. Il y a certaines races qui ont des capacités à stocker de façon plus importante du gras pour différentes raisons, donc sont plus ou moins orientés vers une charcuterie. Moi, je suis parti sur un cheminement de recréation d'une race qui a été perdue, qui était celle de fin du plateau d'Aveyron, début du Larzac, qui est le cochon rouergue et qui en fait a disparu. Donc je suis parti sur des races anciennes, qui ont permis de... Là, je travaille avec Jocelyne Porcher là-dessus, donc vraiment sur des caractères phénotypiques uniquement, et pas des caractères, uniquement de race pure. Et au niveau de l'équilibre, on a eu un cochon qui était très complémenté avec des céréales biologiques et qui est parti vers un cochon plutôt avec 70% de nutrition herbagère et du complément, qu'on trouve dans la nature, et bien sûr les larves en font partie. Mais on a augmenté en fait la finesse. C'est-à-dire qu'on avait un cochon qui était certes très bon avec les céréales, mais là il est devenu plus subtil. On a vraiment des touches qui se rapprochent d'un mouton extensif, avec des touches un petit peu... alors là c'est le langage des chefs qui va parler, mais des touches un petit peu de thym, de champignons en fonction des saisons. Donc c'est vraiment un animal qui va exprimer sa qualité gustative en fonction de son biotope. Donc plus vous donnez de l'espace et plus vous aurez un cochon. Alors pour les rendements, pour l'utilisation de ce système d'élevage à but, d'avoir un cochon plus accessible en prix, moi je reviendrai là-dessus, c'est qu'en fait le prix n'est pas un problème. Le principal problème, c'est la quantité de viande qu'on veut ingérer par an, qui elle est un vrai problème. Au niveau d'un animal qui est né et qui s'est développé, je trouve que moi actuellement sur le cochon, le gros cochon, je suis à 18 € du kilo, je suis au même prix que le bœuf bio, je ne vois pas où est le problème, il n'y en a pas. Et si vous comparez ça avec du cochon industriel, bien je vous invite à aller manger du cochon industriel, parce que je pense que de ramener tout au portefeuille, c'est une mauvaise stratégie, il me semble. J'ai des personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui quand même s'achètent un bon saucisson et de temps en temps un bout de cochon, parce que ils préfèrent en manger beaucoup moins, mais manger du bon. Donc c'est notre rapport à l'animal, notre rapport à la viande qui, lui, doit être... le curseur doit être décalé. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc les porcs ne consomment que du broyat avec des larves, et plus ce qu'ils trouvent dans leur... Là, actuellement, parcours. il y a... Alors vraiment, en période hivernale, en fonction de la production larvaire, on peut complémenter avec des céréales biologiques, mais pour vous donner un ordre d'idée, en 2008, je consommais jusqu'à 200 tonnes par an avec mon cheptel.
Et là, je suis passé sur une année complète, je crois que j'ai pas dépassé 17 tonnes. Donc il y a eu vraiment, c'est énorme la réduction, mais vous pouvez pas vous permettre de perdre trop en état physique pendant l'hiver, parce qu'aprez vous n'arrivez pas à repartir sur une saison normale, et vous pouvez avoir des problèmes au MISBA aussi. Donc il y a les cérales qui sont là en parachute entre guillemets, mais on pense 2017-2018 être 100% autonome. Alors, savoir aussi que ce système-là ne marche que pour de l'extensif plein air. Si vous voulez nourrir des cochons en batterie uniquement avec des insectes, il faudrait une production d'insectes énorme. Parce que vous avez des cochons qui sont inactifs, qui n'ont pour s'occuper que l'appétit. Et on obtient du coup des cochons qui mangent énormément, qui digèrent à moitié et qui gâchent énormément. Là, retenez que l'élevage d'insectes est là pour faire un supplément en protéines de ce que les cochons trouvent naturellement sur le terrain. C'est vraiment un complément alimentaire et non pas une nourriture de base. Et les cochons, vous les abattez à quel âge et à quelle taille, à quel poids? Alors moi je suis spécialisé dans le cochonnet, donc qui est un gros cochon de lait autour de 18 à 20 kg de carcasse, donc c'est déjà un joli petit cochon. Et donc ça, en termes de semaines, ça dépasse les 14 semaines. Et puis après sur donc le produit plutôt destiné à faire du saucisson, c'est plutôt ce qu'on appelle les nourrins, donc c'est des cochons qui font jusqu'à 100 kg, un peu moins de 100 kg, et qui vont faire 60 kg de carcasse. Et là on est sur supérieur à 12 mois, entre 10 et 12 mois. Nous on a un taux de croissance qui est bien plus lent. Oui, Hubert Debon, CIRAD. J'ai trois réflexions. Premier commentaire, les photos que vous montrez, ça ressemble tout à fait au BRF que moi j'ai vu en Guyane, dans d'autres régions. Hein, voilà. Deuxièmement, j'aurais savoir, alors si votre système marche bien, au bout de quelques années, vous n'aurez plus de broussailles. Donc avec quoi vous allez nourrir vos cochons? Voilà. Hein. Et troisièmement, là en tant que chercheur, qu'est-ce que vous attendez d'équipe de recherche un peu? Est-ce que vous avez des questions particulières à nous poser, soit en tant qu'agronome, soit en tant qu'économiste, soit en tant que gestionnaire, soit en tant qu'écologue? Voilà. Alors au niveau de la ressource, là ça fait maintenant donc 5 ans qu'on récolte. On a des zones donc, qui ont plus de 4 ans de coupe, où les buis sont déjà à cette hauteur. La ressource en fait est à prendre sur des échelles qui sont bien plus importantes qu'une ferme classique. Là pour l'instant on a des contrats jusqu'à 5000 hectares de récolte. Donc vraiment on est sur une gestion éco-durable de la ressource. On ne veut absolument pas raser le Larzac, c'est pas l'idée. C'est plutôt de prendre ça comme une moisson tous les 20 ans. C'est-à-dire tous les 20 ans on va moissonner les buis. Donc c'est vraiment un raisonnement à l'échelle agro-silvopastorale. Donc vraiment une production qui est bien plus longue que ce qu'on imagine. Et en quantité, la broussaille, rien qu'autour de la commune de Saint-Maurice-Navacelles, permettrait, dans mon système, de faire vivre jusqu'à 20 ou 30 fermes, vu la quantité de matière qu'il y a disponible. Là, on a débroussaillé même pas 7 hectares autour de la ferme. Et il faut se rendre compte de la quantité de matière qu'on a sortie, c'est considérable. En gros, on est entre 50, c'est vraiment les zones les plus pelées, entre guillemets, jusqu'à 280 mètres cubes à l'hectare, de broyat. Hein. Donc il faut mesurer ça. Sur le plan de la ressource, donc, étant donné que la broussaille est coupée au ras du sol, donc elle n'est pas extraite du sol, hein, donc ça va repousser. Et on peut considérer que si on prend les chiffres qui sont reconnus par les eaux et forêts, pour des régions comme méditerranéennes, on est à 7,5 tonnes d'accroissement moyen par année. C'est-à-dire que donc tous les ans, on a une reproduction qui se fait sur 7 tonnes, à peu près sur 7,5 tonnes. Ça, c'est les chiffres officiels. Bon, si on est en région plus septentrionale, on va tourner sur des accroissements moyens de 12 à 15 tonnes par hectare. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai perdu le fil. Donc oui, de toute façon, la ressource est permanente. Hein. Ce qui est important, justement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de destruction du sol. Et pour répondre à l'autre question, donc à la question finale sur qu'est-ce qu'on attend en fait un petit peu des scientifiques, c'est qu'on a peu de formation scientifique
Et donc personnellement, moi, ça fait donc maintenant ça fait, comme j'expliquais, plus de 40 ans. J'ai été pendant plus de 10 ans en Belgique avec donc à faire de la maîtrise de stage pour la formation donc des gens qui allaient faire du compost Jampin, enfin du bois fermenté Jampin, je vais dire, parce qu'on va enlever le mot compost pour pas qu'il y ait de confusion. Et les universités belges, donc Jean Blou, Louvain, l'ULB, ont beaucoup travaillé sur l'aspect chimique du produit qui n'a apporté rien du tout. C'est-à-dire que si on fait un apport chimique, justement tout à l'heure il y avait une relation carbone-azote au niveau du produit, si on prend la matière par elle-même, on a un rapport carbone-azote qui est de l'ordre de entre 20 et 40, donc qui est pas bien équilibré. Et on a eu un chercheur qui a mis en évidence une chose, c'est que sur un produit qui est en fait peu décomposé, enfin qui n'est pas décomposé et qui est ligneux, une grosse partie du carbone est stockée, est fixée dans la lignine et donc va être libérée que très tardivement. Donc ce que moi j'attendrais un petit peu des scientifiques, et j'en avais vu, je citerai le professeur Mathieu donc de Jean Blou, qui m'avait dit que c'est plus ce qu'on voudrait voir, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du sol. Ça, justement, pourquoi le fait d'apporter une matière qui a priori est pauvre, puisqu'on a des valeurs nutritives qui sont très faibles, on a des rendements qui sont importants. Et Jean Blou a démontré que même en petit godet, ils avaient des résultats qui étaient équivalents à des apports donc d'engrais synthétiques. Donc, ce qui serait intéressant de voir, et bon, moi, ça fait maintenant, ça fait plus de 30 ans que j'ai un jardin qui n'a reçu strictement que du broyat de bois fermenté et qui produit comme un jardin normal. C'est-à-dire qu'il n'y a ni apport de chaux, ni apport d'azote, ni apport de quoi que ce soit. Et on a des plantes qui poussent, qui sont équilibrées, qui sont résistantes. Donc ce qu'on attend, enfin personnellement, moi ce que j'attendrais des chercheurs, c'est de faire vraiment une recherche au niveau du sol. Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'aime bien donner une image qui est une image vraiment, qui est une élucubration personnelle et qui n'a aucune valeur scientifique. Si vous voulez, la plante, quand elle se développe, a des besoins spécifiques nutritionnels en fonction de son développement. Et elle doit être capable, je pense qu'elle doit peut-être émettre des messages au niveau du sol, et que si le sol a les bactéries, la microbiologie adéquate, il va y avoir une production des éléments nutritifs que la plante a besoin au moment où elle a besoin. Et on avait fait un suivi on a fait un suivi de sol pendant 5 ans sur mon jardin avec la station agronomique de Lyon, et on a constaté que le sol restait pauvre. C'est-à-dire que malgré l'augmentation de production de végétaux qu'on avait sur le sol, et sans apport de quoi que ce soit, on avait toujours un sol relativement pauvre. Donc ça montrait bien qu'on apportait les éléments nutritifs que les plantes avaient besoin sans faire de stock ou sans faire de surproduction au niveau nutritif. Et voilà, c'est là où il y a un travail des scientifiques à faire pour démontrer ce qui se passe sous la méthode Jampin et sous le BRF. Vous avez cité le BRF tout à l'heure. Il faut savoir que le BRF est une méthode qui est tirée des méthodes Jampin. Le professeur Lemieux était venu nous rencontrer donc au moment où il a fait où il a développé sa technique. Sur mon site, je fais l'historique assez précis de ce qui s'est passé. Et le BRF est vraiment... C'est pour ça que je précise bien qu'entre le BRF et la méthode Jampin, il n'y a pas d'antinomie. On est sur le même principe fondamental d'apport de matière organique fraîche et vivante. Et il se passe des choses au niveau du sol qu'on ne connaît pas et qui sont différentes de ce que l'agriculture utilise aujourd'hui. Et c'est une difficulté d'ailleurs pour nous, au niveau professionnel, parce qu'on a des meilleures réussites vis-à-vis de néo-jardiniers, néo-agriculteurs qui se lancent dans la technique et qui ont des bons résultats par rapport à des jardiniers ou des maraîchers professionnels qui appliquent leur technique et qui ne sont pas appropriés à l'aspect BRF ou méthode Jampin. C'est ça qu'on attend des scientifiques aujourd'hui. Moi, je pense que essentiellement, le fait de couvrir
recouvrir le sol avec la matière non décomposée, telle que le VRF ou la matière clampin, c'est que ça favorise le développement des champignons. Et ce sont les champignons qui, grâce à leurs enzymes, libèrent progressivement des éléments. Et les plantes, à ce moment-là, utilisent progressivement ces éléments. C'est une question de progression. Voilà. Et sans la couverture du sol, justement, ces mycorhizes ne peuvent pas s'effectuer. Et le sol se déchète et il se dévitalise en quelque sorte. Lorsque le sol est couvert, avec malgré tout une alimentation, parce qu'il ne faut pas oublier que la couverture du sol est non décomposée et momentanée, et ensuite progressivement les couches s'infiltrent grâce aux lombriques, etc., dans le sol, et les champignons font leur œuvre, font leur travail. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait des analyses de la progression des champignons quand un sol est couvert, on se rend compte de la prolifération des mycéliums, et c'est même visible à l'œil. Oui, donc, essentiellement, c'est une partie de la réponse, mais je pense qu'il ne faut pas non plus... C'est une partie de la réponse, parce que je pense qu'au niveau bactérien, on a aussi un travail important, et c'est un ensemble. Hein. Je pense que c'est un petit peu... C'est ce que je reproche un petit peu aux tenants du BRF, c'est de trop se fixer sur les champignons, parce que justement, c'est quelque chose qui est visible, alors qu'on a d'autres phénomènes dans le sol qui sont concomitants. Oui. Les cannes de Provence, si je voulais dire, parce que là pour répondre à ce que vous disiez, épuiser le stock. Chacun doit travailler avec les moyens qu'il a à sa disposition. Et bien ici, nous avons les cannes de Provence. J'ai expérimenté avec la canne de Provence, j'ai fait ce que vous avez fait, pas à votre échelle, à l'échelle du potager biologique, mais en travaillant avec la canne de Provence, qui est riche en silice et qui est très intéressante. Voilà, et on obtient les mêmes résultats. Tout à fait. Voilà. Merci. Oui, Caron de l'UR Système de Pérenne du CIRAD. Oui, moi j'ai une question et une suggestion ou remarque. Une question, c'est par rapport au cycle que vous présentez, le cycle vertueux. Dans les cycles comme ça, ce qui est souvent difficile, c'est d'équilibrer chacune des étapes en termes d'intrants et de sortants. Donc voilà, ma question serait, est-ce qu'il y a une étape qui actuellement, dans la réalité des choses, est limitante, ou au contraire une autre étape qui produit trop, enfin qui produit plus de sortants que ce que vous pouvez consommer par rapport au cycle. Et la suggestion, ce serait ce serait de faire un bilan énergétique, hein, parce que bon, vous l'avez vu, je crois que la première question, elle a été par rapport au gazoil consommé par les machines, donc à la fois pour le coupage, pour le broyage, et puis aussi pour les déplacements, puisque vous ramenez les déchets végétaux à l'endroit où vous faites le compost, et puis ensuite vous le ramenez sur les champs. Donc faire un bilan de cette consommation par rapport aux productions de chaleur, etc., de façon à avoir un bilan énergétique qui permette de concrétiser un peu cette compensation CO2. Alors ça, c'est tout à fait judicieux, c'est quelque chose qui revient régulièrement. J'ai eu il y a quelque temps une conversation avec Claude Bourguignon à ce sujet sur le on va dire le stock carbone dans les sols. Alors ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue carbone, on va dire bilan carbone, on serait largement positif. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Il y a les possibilités, comme a dit Étienne, donc sur l'utilisation en boucle fermée du carburant produit par le broyat. Donc ça serait aussi à pousser. Pour l'instant, l'innovation de Buxor ne nous permet pas d'aller vers ce genre de système parce qu'on est déjà sur des investissements colossaux, on doit rentabiliser. On va dire, on a bon espoir d'arriver à développer ce type de secteur. Moi, je suis aussi très attentif sur la transformation de cette calorie, on va dire cette énergie calorifique. Je pense qu'il y aurait, en plus du système calorifique de chauffage d'habitation, des aspects de transformation de cette chaleur en énergie mécanique, air comprimé. Enfin, voilà. Là, les idées sont les bienvenues et le corps scientifique aussi est capable de mettre en place des systèmes.
Avec Enercop, on avait relevé la possibilité de placer un Stirling, parce ils sont équipés d'un des plus gros Stirling du monde dans une de leurs stations. Bon, tout est une question de moyens, de volonté. Moi, ce que je me rends compte, c'est que finalement, on a capacité à améliorer ce bilan énergétique. On peut faire un point, voilà, en instant T, où on en est, et puis s'améliorer. Là, on n'est pas en train de vous démontrer quelque chose de fini, abouti. Au contraire, on est là pour parler, discuter, essayer d'améliorer le système. Et je pense que c'est par cette crédibilité scientifique qu'on va pouvoir développer ce type de méthode. Actuellement, on a besoin du corps scientifique qui nous épaule, qui nous accompagne. On a un petit peu eu des touches, mais vu qu'il y a forcément derrière vos budgets qui diminuent et nous, la rentabilité qui n'est pas forcément là, ça coince dans les deux sens. Donc là, la solution, ça a été de créer un GI2E avec Stéphane Le Foll, qui m'a conseillé de faire ça, et il m'avait plus ou moins parlé d'une belle enveloppe pour pouvoir justement développer ce type de système. Donc le GI2E est créé, il y a une quinzaine de membres, mais l'enveloppe a disparu parce que c'était pendant les manifestations et que les 800 000 € qui étaient attribués a priori à ce GI2E ont été rétribués à ceux qui criaient plus fort que nous. Voilà. Donc il y a un petit peu il faut faire du bruit, quoi. Il faut en parler, il faut faire des conférences comme ça, il faut commencer à expliquer aux gens qu'il y a peut-être une autre voie, qu'elle n'est peut-être pas parfaite, mais qu'elle mérite qu'on s'y penche dessus. Ouais, oui. Là, au niveau de la boucle vertueuse, donc des échanges, globalement, moi je me lève le matin pour créer du sol vivant. Actuellement, je suis très content de vendre au sol équestre et de faire des sols sportifs. Mais moi, ce qui m'intéresse à terme, c'est de créer un sol permettant le non-travail du sol et de produire une alimentation, on va dire, de qualité non creuse. Donc ça, c'est ce qui m'anime tous les jours. Donc en gros, 95% des volumes partent actuellement vers les sols sportifs, donc carrière, piste équestre de galop. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis un jour, s'ils en ont marre de galoper dessus, ils peuvent semer, et ça marchera quand même. Donc voilà, je suis sur cette idée-là. Mais voilà, c'est un petit peu, c'est ce qui m'anime. Après, en termes des applications et pour l'élevage d'insectes, pour l'instant, il faut bien que vous vous rendez compte que au niveau par mois, c'est même pas une journée de récolte pour l'élevage d'insectes. Je pense qu'on est à peu près à ça, une demi-journée. Ouais. Et au niveau de temps de travail, puisqu'on n'a pas répondu tout à l'heure à la question, au niveau de temps de travail, mécanisation de l'élevage d'insectes, la mécanisation, il n'y a quasiment rien, c'est tout manuel. Et ça me prend, actuellement, je suis tout seul à m'en occuper, ça me prend 2 jours par semaine. Donc c'est pas quelque chose d'hyper astreignant. En termes de, on sait une chose, on a pu mesurer une chose donc sur les différents chantiers qu'on a pu faire de broyage, enfin coupe-broyage. On est approximativement en consommation carburant pur, on est approximativement à 7 litres par tonne de matière produite. Mais c'est très variable dans le sens où si vous êtes sur des chantiers comme on a vu en vidéo, on va être bien au-delà parce que c'est un travail de jardinage qui n'est, on peut considérer qu'il y a une partie de la consommation qui n'est pas dans le cercle de production. Parce qu'il y a le fait de la nécessité de débroussaillement est-ce qu'on peut la compenser, est-ce qu'on peut pas la compenser? Ça, c'est plus compliqué. Mais je pense que de toute façon, sur le plan carbone, c'est clair qu'on est positif. Ça, c'est certain, sans avoir uniquement par le ressenti, par ce que l'on fait. Donc on revient déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture, on revient vers une situation où on est producteur d'énergie, où on n'en consomme pas, purement au niveau du sol, quand on applique, si on ne tient pas compte du produit qu'on apporte. Donc déjà là, on a économisé énormément de carburant. Et puis, l'idée, évidemment, depuis le départ, quand avec Jean-Pain, on a fait les premières méthanisations de matière, l'idée était aussi de pouvoir produire l'énergie pour le matériel qui le transporte. On sait qu'on peut produire plus d'énergie que l'on en consomme, mais cette énergie n'est pas forcément sous la bonne forme dont on a besoin. Donc après, c'est une question d'intégration dans un système. Bon, si on veut vraiment aller dans le cercle vertueux le plus complet, c'est on récolte la broussaille, on produit le bois fermenté, on l'applique au sol, on produit des oléagineux et on utilise cette huile pour faire fonctionner les moteurs. Ça, c'est un système qu'on peut mettre en place aujourd'hui, qui existe, il n'y a pas de recherche à faire.
et on serait bénéficiaire. Donc on peut, mais est-ce que c'est... Alors aujourd'hui, on est aussi confronté à des problèmes, on est confronté aux problèmes économiques, et le coût de production de l'huile végétale est supérieur au prix du pétrole amené dans la machine. Donc tout ça est une... Il ne faut pas non plus se fixer sur le fait de vouloir systématiquement supprimer l'utilisation du pétrole dans certaines situations. Mais par contre, on peut compenser son extraction et sa consommation par des fixations, ne serait-ce même que du fait qu'on a besoin de matières végétales vivantes, la replantation de forêts, la replantation d'espaces, ou l'agroforesterie, par exemple, aussi, permet de faire ces fixations de carbone qu'on a besoin. C'est un débat qui est très large et qui n'a pas de réponse aujourd'hui. Oui, Clay Amarel, INRA. Je voudrais juste revenir sur les aspects, sur l'effet du compost, par exemple, sur le sol. Et je pense que ce n'est pas forcément au niveau du sol qu'il faut le regarder, mais c'est au niveau de la rhizosphère, de l'interaction entre les racines et le sol. Moi, je pense que vous avez un modèle qui est l'équivalent de... Enfin, il y a d'autres modèles qui existent, mais vous avez bien perfectionné ce modèle, et c'est l'équivalent de ce qui a été fait, par exemple, en santé humaine, sur l'étude des bactéries du tube digestif. Et c'est vrai que là, il y aurait une jonction à faire entre le milieu scientifique et l'expérience, tout ce que vous avez accumulé avec une certaine rigueur. Donc s'il existe déjà une structure, moi je vous encourage à vous rapprocher de scientifiques, alors lesquels, moi, sur ma carrière, ce ne sera pas forcément avec moi, mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Alors on parle de champignons, oui, il y a des champignons qui peuvent intervenir, mais c'est tout un ensemble, et je pense que les bactéries jouent un rôle très très important. Il y a des éléments qui vont être recyclés, il va y avoir des activations au niveau des mécanismes de la plante, parce qu'on parle des bactéries du sol, mais vous allez avec votre système activer des processus chez la plante, activer des processus d'assimilation, des mécanismes que l'on ne connaît pas forcément. Il y aura des choses très intéressantes à faire. Moi j'ai travaillé avec des bactéries activatrices de la présence des plantes. Si on se contente de regarder le sol ou la rhizosphère ou la bactérie, on ne voit pas tout. Il faut aller aussi voir au niveau de la plante ce qui se passe. Ça, c'est très important. Ensuite, vous avez des bactéries, des mécanismes. Un facteur limitant, c'est l'azote. Bon, l'azote est un élément important, mais il est présent en quantité illimitée dans l'atmosphère. Vous avez des bactéries qui sont capables de le capter. Je pense que, bon, c'est bien connu chez les légumineuses avec la fixation symbiotique, mais je pense que vous générez, vous, des systèmes qui sont capables d'aller fixer l'azote et donner la quantité voulue. Bon. Et ça, bon, il y a des outils aujourd'hui en matière de recherche, en matière de métagénomique, qui permettraient d'aborder. Il faut des budgets importants. Ces budgets, ils existent au niveau de l'ANR, d'autres structures. Donc là, il y aurait quelque chose à faire, à monter, à mon avis, quoi. Ça, c'est clair. Et alors après, j'ai une question. Vous travaillez avec une ressource, le buis, qui est aujourd'hui menacé par la processionnaire du buis. Apparemment, là, le Larzac n'est pas touché encore par la présence de cette chenille. Si jamais elle devait arriver, est-ce que vous avez un plan B? Comment est-ce que vous envisagez la suite? Alors, j'ai fait une émission CO2 Mon Amour sur France Inter, peut-être certains m'ont entendu. On a abordé justement ce problème. Je vois plutôt Buxor comme on va dire une veille sanitaire, une capacité de réactivité hors pair en termes de préservation de cette essence. Parce que si vous avez une zone, et on est très attentif avec Gilles, si on en observe, eh bien si Gilles observe à cet endroit, c'est une cochenille, c'est ça ? Une pyrale, voilà. S'il l'observe, il va tout de suite me dire, voilà, cette zone, on détermine son rayon d'action et on va la couper à blanc. Donc on va avoir un effet mécanique sur les coques, enfin sur les chenilles et sur les œufs. Et puis en plus, le fait de composter, là, je sais, enfin de fermenter, je ne sais pas, voilà, ce qui pourrait. À cœur de tas, le compost passe à 70-80 degrés. Donc là, on a destruction totale éventuellement des pontes. Donc, alors, on est dans l'expectative, hein, c'est pas quelque chose de prouvé, mais a priori, si effectivement on détruit la nourriture de ce papillon et qu'en même temps on détruit leurs œufs et leurs larves, on devrait arriver à une baisse globale des populations de papillons. Bon, et ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que, comme la personne nous le faisait remarquer, le buis est actuellement la ressource principale de Buxor parce que c'est ce qui est présent sur le territoire et c'est ce qu'il faut traiter aujourd'hui. D'autres végétaux sont utilisables. C'est-à-dire que pour nous, on n'a pas de limite au niveau du type de végétaux.
Si on se trouve dans une région où on a plus de résineux, on va taper dans du résineux. Si on a plus de feuillus, on va taper dans du feuillu. Ça peut être du chêne, ça peut être du châtaignier, peu importe. Pour nous, peu importe. On n'a pas de contraintes de ce côté-là. Et puis deux observations qui ont été faites à des époques différentes sur le point de vue justement de ces maladies donc qui commencent. On a eu le problème, on a eu des expériences qui ont été menées dans une île. Alors il y a quelques années, quand il y avait la maladie la maladie de l'orme qui détruisait tous les ormes, et dans une île anglaise, ils avaient fait des tests justement de broyat d'arbres malades. Plutôt que de les incinérer, ils les avaient broyés, ils avaient fait fermenter, et ils avaient réappliqué ces produits donc dans les zones touchées, et ils avaient eu des résultats très intéressants sur la disparition de la maladie. Et j'ai eu une autre observation qui a été faite sur la fumagine de l'olivier. Donc là, c'était un particulier qui avait quelques oliviers, et donc il avait des oliviers qui étaient particulièrement atteints par la fumagine. Il a donc coupé ses branchages, il a fait son élagage classique de l'olivier, il les a broyés, fermentés, mis au sol au niveau des oliviers, et la fumagine a disparu. Donc on arrive justement, c'est pour ça qu'on tout à l'heure sur le fait de ce qui se passe au niveau du sol, ce qui se passe au niveau des racines et des plantes, l'interaction, justement on arrive à avoir des plantes qui deviennent résistantes à leurs propres maladies, à leurs propres parasites. Donc tout ça, c'est des observations, mais qui n'ont pas qui mériteraient d'être menées à plus grande échelle. Sur les applications en vigne, là, je vous mettais quelques photos. On a fait des essais donc avec ce qu'on appelle le jampin, donc le buxor noir, qui lui est restructurant. Et puis on a fait aussi des essais donc avec du verre pour lutter contre certains départs de champignons qu'il y avait sur ces vignes. Et ce qui en fait est ressorti, c'est que lorsqu'on avait appliqué essentiellement du noir, on avait sensiblement le même résultat qu'avec le vert, mais si on appliquait que le vert, on n'avait quasiment pas de réactivité. Donc il y a quand même, on va dire, une efficience qui est due à cette fermentation, à cette réorganisation de la vie. Hein. Donc vraiment, là-dessus, on a besoin de votre soutien, d'essayer de comprendre ces mécanismes, de savoir pourquoi ça fonctionne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fonctionne. Donc il faut l'utiliser. Donc vraiment, arriver à diffuser ce genre de méthode, c'est essentiel. Parce que plus, entre guillemets, si... voilà, moi j'ai une petite anecdote, et je ne citerai pas de nom d'enseigne, mais sur la distribution en jardinerie, je me suis aperçu qu'ils avaient un schéma, même avec une éthique... on va dire naturel, un schéma très particulier en termes de rayonnage et d'utilisation des acheteurs en panier. Et lorsque vous avez un produit qui, entre guillemets, s'applique partout et dans n'importe quelle condition, il n'est pas marketing. On m'a rétorqué que le produit était certes excellent, mais que si on mettait ça en rayon, on ne vendrait plus que ça. Donc, ce n'était pas vendable. Donc, ça, je me suis confronté, moi, au monde financier et commercial qui est des fois bien loin de celui de la recherche et qui en fait bloque les avancées, parce que si vous n'avez pas une société qui est rentable et qui est capable de lancer les analyses nécessaires et les utilisations, parce qu'on n'est pas que sur une... Enfin, il faut bien que vous nous compreniez, on n'est pas que sur une gestion, on ne veut pas des résultats scientifiques pour vendre mieux le produit. En fait, on est là pour essayer d'avancer et d'avoir en fait une espèce de prise de conscience sur le non-travail du sol et sur la gestion éco-pastorale ou agro-silvopastorale des biotopes. Donc c'est vraiment, on essaye d'avoir un dimensionnement supérieur. Bien sûr, il faut que la société fonctionne, mais ici, on est vraiment dans un raisonnement à long terme pour les générations futures. C'est ce qu'on essaye de faire à travers toutes ces présentations, conférences qui nous prennent du temps, de l'énergie, et en fait on essaye vraiment d'arriver à vulgariser et à faire comprendre que ça existe. Federico Andreotti, UM System, CIRAD. Merci beaucoup pour la présentation et le débat. Et je voudrais, si vous pourrez montrer l'image de la gestion rationnelle du système. Oui. Et parce que du coup, me fait souvenir beaucoup de la permaculture et de ménager, de travailler avec un système très, très complexe, très compliqué. Et après, je me demandais qu'ici, il n'y a pas la figure des paysans, et que, comme vous présentez avant, vous avez dit que
nous avons une question pour travailler dans le mètre carré et pas de l'hectare. Et du coup, je pensais peut-être que c'est bien de faire des ateliers avec les agriculteurs pour une utilisation pas rationnelle, peut-être plus écologique et un travail plus bottom-up plutôt qu'un travail plus rationnel, plus top-down. Et du coup, je me dis pour l'application et même pour le rôle de la chercheur, c'est peut-être de trouver une application plus durable de la garrigue. Et voilà, c'est ça. Alors bon, il y a peut-être j'espère que je ne suis pas le seul. Votre question, c'est est-ce que vous n'avez pas fait un amalgame entre mètre carré et hectare? Justement, on vous dit, nous, on raisonne en hectare. Oui, parce que la question pour les paysans est d'une petite structure. Voilà. Est-ce que c'est applicable en petite structure? Oui. Absolument. En plus, Équipe Jampin a des gammes de broyeurs. Alors nous, on utilise à partir du 900. Là, on a constitué un broyeur, on va dire un 1700 hybride haute télécommandé. Donc on est déjà sur cette logistique durable. Donc peut-être Monsieur Monvelet pourra vous en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe du matériel, donc en partant du 280, qui est tout à fait accessible pour une petite structure et qui va permettre de générer du broyat. Mais ce qu'il ne faut pas comprendre, enfin ce qu'il faut, ça c'est mon avis et ce que j'ai vu avec les maraîchers, c'est que votre travail de gestion de la parcelle va partir sur en gros un 50-50, voire plus en gestion de la broussaille qu'en travail du sol et en entretien de la parcelle. C'est-à-dire que vous devenez des broussailleurs pour générer du matériau si vous l'êtes en circuit fermé et finalement vous semez, vous récoltez. C'est-à-dire que moi, j'ai une femme, pour moi, c'est une grande valeur. J'ai une femme qui est absolument pas dans les concepts de la conjointe d'agriculteur. C'est qu'en fait, elle m'a dit, d'accord, un jardin, mais je sème et je récolte. Et je lui ai dit, je te trouverai un système pour faire ça. Et là, elle pourrait venir et parler. Elle a semé les tomates, elle a récolté. Elle a rien fait d'autre, pas arrosé, rien. Donc, c'est pas désherbé. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que cette méthode va vers le non-travail du sol, mais si vous voulez avoir ce matériau, il faut que vous alliez vers la broussaille. Voilà, donc il faut comprendre que dans une gestion, ce mot un peu permaculture revient de partout, mais ce que je m'aperçois, c'est que finalement, des systèmes à une certaine échelle qui génèrent de la ressource, de l'énergie, il y a une échelle de valeur aussi, il y a une échelle, vous pouvez faire de la permaculture en circuit fermé pour votre famille. Mais après, pour commencer à vendre des produits et tout, il faut quand même passer une certaine étape. Et là, il va falloir produire beaucoup plus de broyat. Et j'ai peur qu'à un moment, voilà, ça, Étienne pourra plus répondre en termes de quantité. Est-ce que c'est faisable à une échelle d'une ferme pour être autonome sur un jardin et vendre des légumes? Simplement, une des questions importantes, c'est l'efficacité du système qui conduit de la broussaille à l'obtention du compost. Bon, moi, j'ai pratiqué sur une quinzaine d'hectares en garrigue à 15 km d'ici depuis 40 ans. Enfin, j'ai fait du broyage de chêne kermès. Le problème a toujours été de récupérer le broyat. J'ai essayé il y a longtemps, j'avais essayé un gyrobroyeur Alma. Bon, le but est un problème particulier quand même, parce qu'on peut pas l'attaquer avec du petit matériel, avec du gyrobroyage, même avec un broyeur forestier, c'est très difficile à attaquer. Mais la zone de garrigue dans le département de l'Hérault, c'est 150 000 hectares, un tiers de la surface. Il y a à peu près personne qui s'en occupe. Cette question du broyage, ça avait été abordé par le CEPE quand le CEP, je sais pas, c'était le centre de phytoécologie de Montpellier. Il y avait à Saint-Gély-du-Fesque, donc juste à côté d'ici, des essais de broyage, de sursemis en garrigue. Je pense que ça a été abandonné. Je suis toujours intéressé par la question, mais j'avais participé un peu, à ce moment, c'était Monsieur Thiaulon, je ne sais plus, il y a des gens qui doivent connaître ces gens-là. Et quelle suite on peut donner pour... qu'est-ce qui peut être fait pour aider les quelques agriculteurs qui travaillent sur ces questions-là, enfin qui travaillent dans cette optique-là,
enfin, à progresser, quoi. Parce que moi, depuis 40 ans, rien n'a bougé. Je vais laisser la parole à Étienne. Je veux juste dire une chose, c'est que la mutualisation de l'outil de récolte, en fait, pour l'instant, vous voyez une société, mais quelque part, comme je vous disais, il est mutualisé à l'échelle de plusieurs fermes. Et là, nous, on a déjà donc 3 unités de récolte et bientôt 2 broyeurs. Et on est déjà capable d'avoir une action pour les paysans qui, elle, est visible et efficiente. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous, on a fait ce raisonnement-là, on s'est aperçu qu'il y avait une échelle où ça fonctionnait. Finalement, par rapport à la consommation d'hydrocarbures, on était sur une échelle qui était cohérente. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on commence on va dire, à partir sur des antennes qui permettent d'aller voir sur d'autres biotopes, sur d'autres systèmes, est-ce que c'est cohérent. Oui. Parce que nous, on a résolu ces histoires d'extraction de matière, on a travaillé là-dessus. De laisser la parole à Étienne. Alors, je vais faire une réponse un peu bizarre, parce que j'ai introduit, j'ai fait de la maîtrise de stage pendant plusieurs années, et j'ai introduit systématiquement ma période de stage par un avertissement aux gens qui venaient faire ces stages, donc dans un but de s'installer en agriculture ou de produire du compost, etc., etc. Le problème, c'est que aujourd'hui, comment faire pour aider l'agriculteur pour en arriver là? Alors je dirais que la méthode Jampin n'apporte aucune solution dans ce domaine-là, parce que la solution est ailleurs. C'est-à-dire que le problème de l'agriculture aujourd'hui, si l'agriculture en est où elle en est un problème économique, où on a dénaturé le prix des matières de la nourriture. Et donc si on veut sauver nos sols, si on veut que notre agriculture devienne plus respectueuse et respecte donc l'alimentation des humains, il va falloir faire un effort au niveau du prix des produits agricoles et du revenu de l'agriculteur. Donc aujourd'hui, il est clair que, économiquement parlant, un agriculteur ne peut pas régénérer ses sols. On a travaillé depuis des années, l'agriculture a fait depuis des années une consommation du capital, qui était l'humus, et aujourd'hui on est dans une situation où il faut remettre de l'argent pour recréer ce capital. Et la technique Jampin apporte une possibilité technique de recréer ce capital humique des sols très rapidement, puisque bon, on a des réactions qui se font sur 1 an ou 2, mais avec un coût relativement important. Il y a quelques années, donc, on en était encore, c'était encore avant l'euro, on était en francs. Les sources agricoles que j'ai pu avoir estimaient que pour recréer l'humus qui est nécessaire pour que les sols redeviennent productifs correctement était approximativement de l'ordre de 14 000 francs l'hectare. Et aucun agriculteur n'était capable de mettre 14 000 francs à l'hectare pour reconstituer leur sol. Donc il faut bien dissocier deux choses. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, pourquoi Buxor se tourne plutôt vers les équins ou le sol sportif, c'est parce que l'agriculture ne peut pas régénérer ses sols. Et pour qu'elle puisse régénérer ses sols, il faut que le coût de la nourriture s'élève. Aujourd'hui, on vous fait plus, on fait des bons quand la baguette de pain augmente de quelques centimes, mais moins quand, par contre, on veut mettre plus d'argent pour aller au sport d'hiver ou pour faire d'autres activités. Et ça, c'est une chose importante, c'est une chose macroéconomique qu'on ne peut pas ignorer. Et ça va aussi par le fait que si on fait une nourriture un petit peu plus chère, on va peut-être avoir une nourriture de meilleure qualité et on aura moins besoin d'en manger. Donc sur le plan du budget de la personne qui va consommer, ça ne jouera peut-être pas. Mais c'est un autre débat. Je crois qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas se tromper de débat. Là, on est sur un débat technique et c'est ce que l'on constate. Comment ? Je dis qu'il ne faut pas se focaliser que sur ce problème. Parce oui. Il faut changer aussi la mentalité de la culture, de l'agriculture elle-même, parce qu'il y a des moyens, il y a des méthodes qui permettent, sans plus de travail, de maintenir, je ne dis pas immédiatement régénérer le taux d'humus,
et qui permettent de régénérer progressivement le taux d'humus de la terre, en cultivant autrement, en ne gaspillant pas la matière organique, en n'enlevant pas la paille du blé, en cultivant en faisant des cultures variées, etc., etc. Il y a tout un tas de méthodes. Mais dont la méthode. Je suis prudent justement sur cette discussion parce qu'on rentre dans une discussion militante et ça devient plus difficile. Je vous interromps un petit peu pour donner la parole aux téléspectateurs qui nous regardent. Première question d'Henri Ocdet. Qui compose le nous de Buxor, pour l'interrogation? Combien de travailleurs, combien de personnes vivent de cette exploitation? Là, vous m'entendez correctement? Voilà. Ah, très bien. Donc, question de nos téléspectateurs. Donc, première question d'Henri Ocdet. Qui compose le nous de Buxor, pour l'interrogation? Combien de travailleurs, combien de personnes vivent de cette exploitation? Et la deuxième question d'un certain Laurent. Est-il envisageable qu'un travail scientifique soit mené pour évaluer l'impact du broyat de buis pour la restauration de la vie dans un sol mort, entre guillemets, et de le comparer à d'autres techniques, point d'interrogation. Et également de comparer différentes essences de broyat. Alors, je vais répondre pour la rentabilité. Actuellement, le nous de Buxor, c'est, j'appelle ça... c'est des passionnés, des personnes qui ne sont pas forcément rétribuées pour tous les efforts qu'ils font. En termes de salariés, on est à 2,5 UTH. Pour que ça soit viable, il faudrait passer en permanence autour de 7 UTH, vu le nombre d'engins de récolte. Pour arriver à ce taux de rentabilité, il faudrait arriver actuellement à faire une piste de galop par mois, de 1000 mètres linéaires. Donc ça, c'est notre rentabilité actuelle. Là, cette année, on espère faire 2 à 3 pistes de galop. Donc on va dire que la société va commencer à être rentable en 2018, si tout se passe bien. Et en termes de création d'emplois, sur le plateau, c'est jusqu'à 10 personnes sans augmenter énormément le parc machine. Et en privilégiant vraiment des personnes, on va dire, qui sont en recherche d'emploi sur le plateau du Larzac. Donc vraiment, on a cette logique d'emploi local et si possible, d'aider aussi des personnes qui ont aussi chacun son parcours de vie, mais qui peut avoir aussi des soucis de santé. Voilà. Et pour la question... L'autre question, c'était sur le... Oui. Est-il envisageable qu'un travail scientifique soit mené pour évaluer l'impact du broyat de buis pour la restauration de la vie? C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous, on est alors à la recherche, je dirais oui et non. C'est-à-dire que oui, on a besoin d'avoir une recherche scientifique pour démontrer les possibilités et les limites de la technique dans la restructuration des sols. Bon, on a eu pas mal d'expériences de fait en Afrique sur des sols avec la FAO, sur des sols qui étaient relativement pauvres. On a même eu des sols lattérisés qui ont été reconquis grâce à l'application simplement de matière végétale broyée au sol. Donc la recherche scientifique pour nous est importante dans le but d'avoir une meilleure crédibilité. Pour nous personnellement, on constate que les choses fonctionnent, donc on pourrait s'en satisfaire. Mais on nous demande pourquoi ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un besoin de recherche scientifique. Et je dirais que c'est sain aussi de pouvoir savoir comment ça fonctionne. En fait, ce que je ressens, c'est que on pourrait, toute l'équipe, continuer et vendre correctement notre cochon et vendre notre matériel pour les terrains de sport. Mais vu que notre vocation est une gestion éco-responsable générationnelle, donc vraiment sur le caractère fondamental de ce qui a été posé dans cette transition agroécologique, vraiment, je pense que la validation des acquis, entre guillemets, est essentielle pour aller plus loin. Parce que malheureusement, lorsqu'on innove, on arrive toujours à un point où on commence à stabiliser sur ses acquis, et puis on va plus ou moins ne plus chercher, et c'est là où le corps scientifique peut mettre le doigt sur des problèmes importants qu'on doit résoudre. Voilà, nous on est quelque part, moi j'aime bien me définir comme ça, comme un bricoleur. On est vraiment des bricoleurs, des efficients du terrain. Et lorsqu'on nous pose un problème, ça nous passionne de le résoudre. Tout à fait.
j'ai hérité de la ferme familiale sur le plateau du Larzac et je me proposais d'enlever les buis, de les broyer, mais j'envisageais d'enlever aussi le système racinaire pour favoriser des espèces plus grandes, style érable et chêne, qui sont aussi des espèces autochtones et qui, à l'époque, couvraient toute cette zone. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aider à retrouver cet équilibre ancien? Première question. Et la deuxième question, je m'occupe aussi de vignes dans la plaine littorale et j'ai très peur des contraintes que cela va me poser si j'utilise mes broyats. Entre autres, la mise en œuvre de ce broyat sur absolument toute la surface. Autant cela est facile dans l'interrang, autant cela doit être difficile dans l'intercept. Première question. Deuxième question, quelle épaisseur faut-il de broyat pour qu'il soit efficace? Et à terme, ce broyat va se décomposer, vont diminuer d'épaisseur. Donc il y aura un moment où il faudra soit le renouveler, soit utiliser des méthodes mécaniques pour lutter contre l'excès d'herbe, etc. Voilà, c'est ces trois questions. Voilà. Je vais laisser la parole à Gilles. Alors, sur la première partie de la question, sur le fait d'éliminer le buis pour favoriser les arbres, il faut savoir que si on a un énorme embroussaillement en buis sur le Larzac, c'est lié à l'homme. L'homme a totalement déboisé, éliminé la végétation sur le Larzac à une époque pour favoriser l'élevage, et parce qu'il y avait de gros besoins en bois pour les verreries, pour la chaux, etc., pour faire du charbon de bois aussi. Et ce milieu Larzac qu'on connaît aujourd'hui est un milieu, au niveau végétation, 100% artificiel. Le buis était déjà présent, le buis n'est pas venu à cause de l'homme, mais le buis c'était une sous-plantation de forêts, effectivement, des forêts d'érable et de chênes essentiellement. Quand une forêt est suffisamment dense, le buis va progressivement se raréfier et rester en petite quantité, donc s'inclure dans le biotope. Et une fois qu'on a tout coupé, le buis est un colonisateur qui va pousser sur un sol très pauvre, voire quasiment sur de la roche. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a sur le Larzac. On a un milieu qui a été complètement érodé, qui est en train de se reconstituer. La nature tend toujours vers la forêt, quels que soient les milieux et les climats. Et donc là, on a le précurseur qui est le buis, qui est omniprésent. Si vous cherchez aujourd'hui à arracher du buis, vous allez aller, d'après moi, dans un système négatif, parce que vous allez détruire la structure du sol. Par contre, si vous coupez du buis et que vous favorisez vos arbres actuels, quand les arbres seront en suffisamment grande densité, le buis poussera beaucoup moins. Donc c'est pas utile c'est même négatif d'arracher le buis actuellement. Par contre, c'est bon de le couper et après, pourquoi pas l'utiliser sur vos vignes dans la plaine. Ça me paraît être quelque chose de très cohérent. Alors moi, je vais juste prendre entre les deux, donc sur l'aspect physique. Lorsque vous allez couper votre buis, vous allez avoir des coupes pour les générations futures, d'accord ? C'est-à-dire que votre domaine sur le Larzac permettra de continuer de dégrader vos sols en vigne, exemple. Donc ça, c'est un esprit générationnel. Hein. Vous empruntez la terre à vos enfants. Donc il y a toujours cette logistique. Nous, c'est une question qu'on se pose régulièrement. C'est cette action, est-ce qu'elle va permettre ceux d'après d'arriver à continuer à en vivre ? Et sur la mise en place sur les vignes, on a plein de systèmes qui sont en train d'être développés, notamment un épandeur souffleur en Alsace qui est exceptionnel, qui en fait c'est un épandeur avec des hérissons, mais qui a une souffleuse et qui lui permet avec 2 buses de pouvoir positionner le broyat, mais vraiment où vous le décidez. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment être essentiellement interrang sous le rang. Et puis, peut-être dans un premier temps, alors ça se défend ou pas, mais d'oublier l'interrang, de peut-être partir sur autre chose si vous n'avez pas la quantité de broyat nécessaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous rentrez dans une on va dire une logistique de non-travail du sol. Donc votre boulot sera essentiellement de rapporter de la matière. C'est-à-dire que c'est pas de dire je vais en mettre un peu et puis je mets tant de centimètres puis j'oublie. Non, c'est vous rentrez là-dedans, comme la plupart des vignes qui ont été faites au XVIIIe siècle et autres, qui étaient agradées par le buis du Larzac, mais vous rajoutez des comports tout le temps. Et c'est comme ça qu'en fait vous allez avoir un vin. Là, je vous ai montré quelques photos en Bourgogne. On a la chance d'être sur les bonnes mares
donc chez Domaine Bruno Clerc, à côté du Clos Tard et de la Romanée-Conti. Et en dégustation à l'aveugle sur tous ces beaux domaines, la parcelle qui était la moins qualitative est devenue la plus qualitative, celle qui a reçu le Buxor. Et on parle d'un point de vue organoleptique, non pas de rendement. C'est-à-dire que là, ce qui était intéressant, c'est que le raisin a plus de goût, est bien plus agréable en bouche et engendre une cuvée bien plus prestigieuse. Donc là, ce qui est intéressant aussi à se pencher sur vos domaines et sur votre vin, par rapport à la boucle que vous avez dans votre système, c'est qu'en fait, vous avez la matière première, vous avez les vignes, et il y a le pont à faire entre. Ça peut être Buxor, ça peut être quelqu'un d'autre, mais essayez toujours de raisonner sur on va dire une expérience générationnelle. Et en ce qui concerne les épaisseurs et l'utilisation, peut-être Étienne peut répondre. Nous, on a l'expérience donc de viticulteurs champenois qui ont utilisé en quantité importante du bois fermenté Jampin. Donc c'était donc les vignobles Fransoret à Moncy, donc à côté d'Épernay, et puis les vignobles d'Ambonnay, donc sur Ambonnay. Donc là, l'application, c'était une application triennale, c'est-à-dire que tous les 3 ans, le viticulteur apportait sur un des rangs, enfin non, il apportait tous les ans, il apportait sur un rang sur 3 de la matière. Donc il mettait à peu près entre 2 et 4 cm de matière. Donc c'était épandu avec des épandeurs enjambeurs qui sont utilisés en Champagne pour mettre le compost d'ordures ménagères. Et les travaux des sols étaient supprimés. Donc il n'y avait pas de débourrage, pas de labour. Il y avait juste un passage de broyeur sur l'interrang, les 2 interrangs qui ne recevaient pas de matière pour éviter la pousse trop importante d'herbe. Donc là aussi, il y a au niveau de la viticulture, il y a un besoin de modifier sa manière de travailler à partir du moment où on travaille avec cette application. Donc on va déjà dans le sens du non-travail des sols et dans le sens de l'enherbement de la vigne. Bon, il est midi. Voilà, hop. Bon, on arrive à la fin. Donc d'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour la qualité de l'expression. J'en l'avais déjà dit pour la première partie, mais aussi de l'ensemble, hein, et qui fait que votre expérience et votre engagement, donc vraiment, on est vraiment dans ceux qui font, mais aussi dans ceux qui pensent et qui vont de l'avant et qui ont une éthique. Et on est vraiment très très loin de la crainte qu'on aurait pu avoir a priori par rapport en fait à des personnes très engagées, mais qui sont plus, on va dire, une approche un peu religieuse ou même de ces aspects agroécologie, et on est très très loin de la doxa. Donc moi je suis tout à fait satisfait de la teneur des débats et du fait qu'on a vraiment eu des échanges entre communautés scientifiques et des gens qui agissent. On a parlé d'environnement. Alors là, on a beaucoup parlé d'environnement au niveau bilan énergétique, la pyrale. On a parlé aussi de gestion d'espace, de gestion d'espace naturel, et avec une idée qui à mon avis est prégnante, c'est que gérer, c'est choisir. Et c'est choisir, on l'a vu par rapport à des mais aussi jusque dans le processus de sélection, de coupe, de broussailles, etc. Et que ça, c'est vraiment un point fort aussi de dire que c'est toujours choisir quand on gère, et que c'est pas neutre tout ça. On a parlé de production avec l'idée que finalement produire c'était pas forcément beaucoup, c'était aussi de la qualité, avec tout ce que ça veut dire sur les aspects, le lien entre goût et espace, l'autonomie, donc on est vraiment dans l'agroécologie, les races anciennes, on est vraiment aussi là encore dans quelque chose d'écologie. Puis on a parlé aussi de la consommation, mais d'éthique de la consommation au travers du rapport à la viande, mais aussi un peu plus, et là on a frisé, mais monsieur a fait le escape lane en disant hop, non, on va pas aller là-dedans parce que là on touche un petit peu d'autres mondes. Et j'aimerais terminer par ce qui est pourquoi vous êtes venu ici, c'est-à-dire à la limite c'est la preuve, c'est-à-dire ça marche, ok,
on peut transmettre à des gens, on peut discuter sur des objets techniques, mais la preuve, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on bouge, ce sur quoi on bouge, et comment est-ce qu'on peut travailler avec des chercheurs pour vraiment amener le processus. Bon, au cours des discussions, on a eu plusieurs hypothèses. On a éliminé déjà avec Jean Blou l'aspect chimique, dire tout chimique c'est niet. Après, on a tout physique, parce que bon, on a évidemment un couvert, donc c'est tout physique, bah, c'est niet. Et donc, on a amené à des processus avec des micro-organismes, champignons, bah, niet. C'est aussi en fait avec des bactéries et puis des interactions avec la plante. Donc, on est typiquement dans des approches et dans quelque chose qui interpelle les gens d'Ecoessol et toute cette équipe-là. Donc voilà, je termine là, et en tout cas je vous remercie beaucoup, et j'engage les gens et vous-même à aller voir et à vous déplacer pour dire bon, maintenant, j'espère que c'est la suite qu'on va donner à ce travail, c'est bon, comment est-ce qu'on peut bosser ensemble, des expérimentations, des sources de financement, enfin du partage, quoi, essayer d'amener une interaction entre nos deux mondes. Merci beaucoup à vous et au public. Merci.